La thèse d'Olivier Véron, intitulée « La galerie de paléontologie, d'anatomie comparée et d'anthropologie du Jardin des plantes de Paris, bilan artistique d'un siècle d'histoire au Muséum », est littéralement monumentale. Pas seulement en raison de son objet, la galerie de paléontologie, ni par sa masse, 1800 pages en 4 volumes avec plus de 4000 notes, mais par la clarté de son propos et de son organisation, articulant de nombreux savoirs différents. Je cite son directeur, le professeur Barthélemy Jaubert. Histoire de l'architecture, de la peinture, de la sculpture, histoire des sciences, histoire des collections, des musées d'art et des musées scientifiques. » Fin de citation. Il règne dans ce doctorat un exceptionnel esprit d'approfondissement, grâce auquel nous comprenons mieux comment une époque élabore un thésaurus de connaissances et cherche d'une part à transformer celui-ci en patrimoine et d'autre part à le transmettre comme discipline. Ce doctorat travaille aussi sous l'empire d'une valeur aujourd'hui quasiment disparue, une visée bien sûr inaccessible, mais visée tout de même d'exhaustivité. Je cite le professeur Philippe Taquet. La thèse d'Olivier Véron prend en compte tous les enjeux scientifiques, idéologiques, humains, architecturaux, artistiques, muséologiques, administratifs qui ont permis tout au long de difficultés sans nombre de bâtir un ensemble qui fait date dans l'histoire des musées scientifiques. Fin de citation. Il s'agit donc d'une somme simultanément historique, analytique, épistémologique et iconographique absolument remarquable et que l'on pourrait apparenter au modèle défunt et regretté de l'ancienne thèse d'État, alors qu'elle a été réalisée en 5 ans seulement, ce qui indique l'extraordinaire puissance de travail de son auteur. Félicitations donc à Olivier Véron de la part de tout le jury du prix Art, Esthétique et Littérature. Nous avons également accordé 4 mentions. La première, par ordre alphabétique, revient à Aurélien Davout pour la thèse intitulée « Le territoire recomposé, conscience géographique et expérience de l'espace dans les récits de la France défaite 1940 ». La thèse d'Aurélien Davout est une passionnante réflexion au croisement, je cite l'auteur, de la littérature par son matériau, de l'histoire par son contexte et de la géographie par son angle d'approche. Fin de citation. Son énergie provient des réponses multiples apportées à une question aussi simple que provocante, posée simultanément par 2 écrivains en 1945 et 1947. Où est la France? La deuxième mention revient à Catherine Girardin pour sa thèse intitulée « La philosophie de l'histoire par le théâtre » dans l'œuvre de Johann Gottfried Herder, 1764-1774. La thèse de Catherine Girardin offre une recherche à la fois brillante et très technique, en ce qu'elle retranscrit des textes jamais publiés de Johann Gottfried Herder et met cette patiente exhumation d'un corpus ignoré au service d'une profonde réflexion sur les puissances spéculatives du théâtre. Une troisième mention revient au travail de Mélanie Pavy, intitulé « Fiction Oméga », qui appartient à cette forme en expansion qu'offre le champ de la recherche-création, et l'on pourrait dire de cette thèse sacre qu'elle constitue pleinement une œuvre d'art. Le doctorat y devient une forme plastique, ce qui s'avère à la fois troublant et passionnant. La quatrième mention revient à Pierre-Élie Pichot pour son doctorat intitulé « Vulcain et les Muses, manière et imitation des arts du feu dans la poésie française et néo-latine de la Renaissance ». Sur un corpus français et néo-latin largement méconnu et parfois analysé pour la première fois, la brillante thèse de Pierre-Élie Pichot, je cite son directeur Michel Magnin, ouvre un nouveau champ d'investigation aux études littéraires, celui de la saisie possible ou non, par le biais du langage poétique, des gestes et savoir-faire de l'artisan. Fin de citation. Sur ce résumé, on devine aussi de quelle valeur critique cet doctorat est porteur. Au nom de tout le jury du prix Art, Esthétique, Littérature, je félicite très chaleureusement ces 4 brillants chercheurs et brillantes chercheuses. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente, et je tiens encore à vous exprimer ma gratitude à vous et Mesdames et Messieurs les membres du comité Art, Esthétique, Littérature d'avoir accordé cette distinction à ce travail que je suis très heureux de pouvoir présenter ici.
La galerie de paléontologie, d'anatomie comparée et d'anthropologie nécessitait d'être étudiée comme un objet au croisement des influences et des besoins d'un monde ternaire, l'État, la communauté savante et la société séculière. Elle fut édifiée en vue de l'exposition universelle de 1900. Dans cette optique, elle devait se présenter comme un objet démonstratif, quasiment promotionnel. L'un des enjeux attachés à ce nouvel édifice était de participer au rayonnement international de la science française. L'une de mes thèses était donc que l'analyse du programme monumental, décoratif et muséographique de la galerie permettait d'éclairer la posture institutionnelle défendue par le muséum et par le gouvernement à l'aube du XXe siècle, notamment vis-à-vis de l'international dans une perspective concurrentielle. Ainsi, l'architecte Ferdinand Duterre conçut, avec l'aide des professeurs du muséum, cette galerie comme une grande machine claironnant la supériorité de l'établissement, jouant sur son caractère vénérable, célébrant ses savants de renom, affirmant sa primauté face à la communauté scientifique. Tous ces éléments, chargés de rehausser le prestige de l'établissement, firent l'objet d'une transcription monumentale. Tous se lisent sur cet édifice signalétique. Par ailleurs, la galerie fut conçue à un moment où se multipliaient les études évaluatives sur les musées scientifiques. Les professeurs bénéficièrent ainsi des derniers développements, issus de la culture muséale et théorisée sous le nom de Muséum du futur. Ils purent mettre en place des muséographies compréhensibles du premier coup d'œil, intelligibles par tous les publics et qui parleraient sans parole. Ce sont les termes de l'époque. De plus, des artefacts ou des œuvres participaient à la visualisation des savoirs au cœur de leur muséographie. Elle est très nette dans les espaces dédiés à l'anthropologie, que vous voyez par exemple à votre droite. Elle est plus évidente encore dans ce cycle peint de l'amphithéâtre de la galerie consacré au progrès de l'humanité. L'ingénieuse collaboration entre scientifiques et artistes est aussi manifeste dans le décor monumental. Elle se signale dans l'utilisation des collections par les sculpteurs, comme ici cet hérillon dépendant des collections paléontologiques. Elle se dévoile de manière spectaculaire chez le statuaire Frémier qui exploita des matériaux récoltés sur l'orang-outan dit Maurice, présenté au jardin d'acclimatation en janvier 1894, ou dans cet autre relief représentant les individus Mohamed Nour, Fatma et Sanapé, exhibés au jardin d'acclimatation, leur identité étant oblitérée, le relief ayant uniquement pour but de théâtraliser les collections d'anthropologie. Dans les faits, l'œuvre décorative du muséum est liée à l'imagination scientifique, une pratique artistique et un système d'invention gouverné par la science souveraine et dont le muséum est le garant par tradition. Et finalement, ce fut le rôle de l'architecte de mettre en avant les apports du muséum. C'est pourquoi il conçut son édifice comme un monde de nature façonné à partir de ces trois règnes, minéral, végétal et animal. C'est cette architecture biotope ou ce monde dupliqué au sein duquel le visiteur est invité à évoluer qui fit dire alors aux commentateurs les plus lyriques que la galerie de paléontologie se développe dans le cadre même de la vie cosmique. Voilà en bref quelques-unes de mes prospections menées dans le cadre de cette thèse.